Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité pour une interview, Richard Lourenço, responsable des marchés retraite et épargne salariale chez Oddo BHF. Bonjour Richard. Bonjour Cyril. Donc bienvenue, tu vas nous parler aujourd'hui de retraite, du système de retraite, de démographie, de fiscalité, de tout un tas de choses. Tout d'abord, j'aimerais connaître ton sentiment sur le système de retraite par répartition qui semble atteindre ses limites. Peux-tu nous dire pourquoi ? Alors, merci de me donner la parole sur cette thématique vaste. Effectivement, le système de retraite en France atteint ses limites dans la mesure où on a un système qu'on appelle par répartition. Ce système fait que nous avons un grand nombre de personnes actives aujourd'hui qui cotisent pour les retraites des retraités. Donc, penser qu'on cotise pour sa propre retraite aujourd'hui à partir de son salaire, c'est une idée reçue et totalement erronée. On paye pour les retraités. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver un système qui viendrait compenser ce manque, cette baisse annoncée et future, dans la mesure où on a de plus en plus de retraités à venir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients ou de personnes qu'on rencontre qui pensent qu'ils ont assez cotisé et donc ils peuvent partir en retraite parce qu'ils imaginent cotiser pour eux-mêmes. C'est vraiment une idée reçue qu'on retrouve un petit peu partout en France. Totalement une idée reçue. On peut s'amuser dans une assemblée aujourd'hui et demander aux personnes de lever la main et de leur demander qui cotise pour sa propre retraite. Et on verra qu'une grande majorité, malheureusement, lèvera la main. Et on s'aperçoit au final que ce ne sont peut-être pas des personnes qui ont pris aussi les devants pour venir compenser leur système de retraite qui sera peut-être dans le futur un peu déficient. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur que d'anticiper sa retraite, voire celle de ses enfants. Est-ce que ce problème de système qui est en train d'atteindre ses limites, qui est la retraite par répartition, est lié à un problème démographique ? Clairement, on est face à une situation où il y a de plus en plus de retraités et que ces personnes, aujourd'hui, vivent de plus en plus longtemps. L'espérance de vie s'est allongée, alors elle stagne depuis 1 ou 2 ans maintenant, mais elle s'est profondément allongée sur les dernières années, dû aux progrès médicaux, aux soins, à la qualité de vie aussi. Et donc, on a de plus en plus d'années de paiement, entre guillemets, à assurer. Et donc, ça passe par des cotisations. Donc, quelle solution trouver pour pouvoir justement compenser ces années supplémentaires à payer? La question aujourd'hui qui se pose, Richard, c'est à partir de quelle génération le système de retraite risque-t-il de se fracturer? Par rapport à quelle génération risque-t-on donc de voir cette fracture avec un creusement, si je puis dire, du taux de remplacement? Alors, je vais être fataliste et m'inclure dans le lot, mais je pense que on va être une des premières générations touchées par justement ce manque à gagner. Le taux de remplacement, en fait, c'est le pourcentage équivalent à la dernière rémunération qu'on aura perçue. Et plus on aura cotisé, plus on aura perçu de revenus, plus le taux de remplacement pourrait être important. En fonction, évidemment, de la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Je pense notamment aux artisans, aux travailleurs non salariés, qui eux ont un taux de remplacement plus faible que les salariés et que les salariés cadrent encore plus. Donc en fait, quelle génération va être impactée ? J'ai tendance à dire que quasiment toutes les prochaines générations, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de réformes de retraite à venir pour compenser, mais toutes les générations seront impactées. La nôtre, comme celle d'après, et le meilleur moyen, c'est encore, à mon sens, de trouver des solutions de complément pour venir justement compenser ce taux manquant sur ce fameux pourcentage qu'on peut avoir. Alors pour les non-initiés, le taux de remplacement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Taux de remplacement, en fait, il s'agit plus ou moins du pourcentage équivalent à ce qu'on a eu comme dernière perception de rémunération, de salaire. Un exemple, j'avais 100% et quand je pars à la retraite, je n'ai plus que 50-55% de ce revenu. Donc, ce qui va provoquer un vrai manque à gagner, un vrai différentiel de revenus du jour au lendemain quasiment, de passage de la vie active au passage à la retraite. Donc, si je comprends bien, tu es en train de nous dire que compte tenu de la conjoncture actuelle, quelqu'un qui vient de prendre sa retraite ne touche pas 100% du salaire qu'il percevait, mais peut-être que 50-55%. Et compte tenu de l'inflation actuellement et des problèmes que ça impacte sur le pouvoir d'achat, le fossé est encore plus important.
et il est élargi par le fait qu'on ne prend pas en ligne de compte la totalité ou la meilleure année de revenus, mais que c'est vraiment étalé sur un panel d'années prises en compte de meilleurs revenus, mais étalé sur la durée. Donc il faut vraiment percevoir, entre guillemets, longtemps de bons revenus pour que ce taux de remplacement soit le plus haut possible, mais il ne dépassera pas un certain pourcentage, et qui fera que non, vous n'aurez pas, malheureusement, au moment du départ à la retraite, la même rémunération que quand vous étiez actif. C'est une évidence. Et le creuset, vraiment, enfin, il y a vraiment un énorme fossé qui s'est creusé entre les différentes catégories socio-professionnelles. D'accord. Alors, à partir de là, on sait que quasiment toutes les générations sont touchées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut envisager de commencer à préparer sa retraite future? Parce que j'imagine que pour des millennials, par exemple, qui ont 22, 23 ans, ils ont autre chose à penser que la retraite qu'ils prendront peut-être à 65 ou 70 ans dans de nombreuses années. C'est très loin pour eux. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut commencer à imaginer? Est-ce que des enfants, des mineurs peuvent bénéficier d'une solution retraite par capitalisation? Alors, oui, on peut, on y reviendra dans ces cas-là si tu souhaites en parler. Sur le PER, notamment, plan épargne retraite, on fera un laïus après, il est possible de pouvoir mettre en place des solutions orientées mineurs, de façon à leur mettre d'avance de côté, ou même par le biais de l'assurance vie, ce sont des produits qui répondent à cela, de leur mettre un pécule de côté, de façon à pouvoir anticiper. Maintenant, par rapport à l'âge de démarrage de ce type d'investissement, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas forcément d'âge. On a tendance à penser que plus on avance et plus c'est intéressant, mais en même temps, plus on démarre tôt, et plus on peut prendre les devants et commencer doucement, plutôt que de devoir d'un coup rattraper ce manque à gagner de manière assez importante. On se base toujours sur nos chers voisins allemands, qui plus est en plus si on appartient à la société Odo BHF, qui est un groupe franco-allemand. Et il faut savoir, c'est que les jeunes Allemands, quand ils démarrent dans la vie active, eux sont incités très fortement dès le départ à investir dans un produit qui n'a pas d'avantage fiscal, à la différence des produits retraite qu'on pouvait connaître en France. Alors je citerai pêle-mêle PERP, Madelin, plan épargne retraite, etc. Leur produit, eux, en Allemagne, n'est pas incitatif fiscalement, mais il est incitatif en complément de revenus sous forme de versement de rente viagère. Donc dès le départ, ils sont très fortement incités, dès le lancement dans la vie active, à opter pour ce type de produit en vue de se faire un complément de retraite. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise solution? Ça leur permet d'avoir au moins un vrai complément de revenus à ce moment-là. D'accord. C'est vrai qu'on prend souvent exemple sur l'Allemagne pour pas mal de choses. Il n'y a pas de raison que ce soit un mauvais exemple. Et quelles sont les motivations des épargnants pour revenir à la France pour investir sur un plan d'épargne retraite? Alors, plan épargne retraite, c'est un produit qui a été lancé en 2019 dans le cadre de la loi Pacte. Et un des premiers moteurs de ce plan épargne retraite consiste à permettre aux différentes personnes de regrouper les avoirs ou les contrats ou les solutions d'investissement qu'elles ont pu réaliser tout au long de leur durée de vie active. On a pu avoir des carrières de non-salariés, salariés, fonctionnaires, non-salariés, enfin à un moment même sans revenus, et à partir de là avoir différentes solutions qui se sont présentées aux personnes à différents moments. On parlait tout à l'heure de Madelin, on parlait de PERP, de préfonds, je reprends des termes, Corem également, sont des termes qui existent. Article 83, plan épargne retraite collectif, PERCO, fait par des entreprises. Tous ces produits ont pu être mis en place. Maintenant, le jour où ils partent à la retraite, ces produits sont dispatchés dans, généralement, toutes les entreprises auxquelles ils ont été en contact ou dans lesquelles ils ont évolué. Et plutôt que de se disperser et peut-être même d'oublier certaines choses, eh bien, il a été créé ce produit et qui leur permet de pouvoir tout rapatrier en un seul et même produit. Alors, on va pas se leurrer, c'est aussi fait pour protéger cette réforme des retraites. Aidez-nous à vous aider. Mutualiser la totalité, ça permettra d'avoir un vrai complément de revenus et donner un coup de pouce et venir compenser ce taux de remplacement dont on parlait tout à l'heure. Et donc, tu me demandais quelles étaient les motivations pour mettre en place un plan épargne retraite. Il y en a plusieurs. Premièrement, on vient de l'évoquer, le rapatriement et le regroupement de tous ces différents avoirs qu'on peut avoir à droite à gauche, se mutualiser, se créer un trésor de guerre pour la retraite. Deuxièmement, une incitation fiscale. Par définition, les produits retraite ont toujours eu une incitation fiscale dans la déduction. Donc je viens jouer sur mon revenu imposable et le baisser au maximum. Je peux également jouer sur le côté succession, protection, transmission, par le biais d'une clause bénéficiaire, c'est un contrat d'assurance sur la vie. Par le biais de cette clause bénéficiaire, je vais venir désigner quelqu'un qui sera tout simplement bénéficiaire de ce contrat s'il devait m'arriver quelque chose, aussi bien conjoint qu'enfant,
pacsé, etc. Et à partir de là, je vais pouvoir après investir sur les marchés financiers, si je le souhaite, avec un degré de risque plus ou moins différent, pour essayer d'aller chercher une notion de rendement risque maîtrisée. D'accord. Alors, c'est vrai qu'au niveau des clients que nous voyons régulièrement, il se trouve que beaucoup de monde ignore ces solutions de retraite par capitalisation qui permettent aussi de défiscaliser. Penses-tu que globalement les épargnants soient assez informés sur les produits retraite en France ? Alors, il y a eu un gros effort de fait au niveau de la communication et de l'information. Malheureusement, trop souvent, ce produit ou les produits retraite, au sens large, auparavant PERP et Madelin, arrêtés depuis le 1er octobre 2020, et donc dorénavant le plan épargne retraite, très souvent ces produits étaient ramenés à un simple rôle réducteur de investissez et vous pourrez déduire de vos impôts et donc économiser. Or, ces produits, aujourd'hui, ont de vraies pépites, c'est une vraie pépite qu'il faut utiliser, mais dans sa globalité, en termes de protection, en termes de rendement, en termes de transmission, en termes de déduction, évidemment, parce que ça reste un produit de déduction, mais en complément de revenus, à rentrer dans une stratégie patrimoniale. Donc, est-ce que les gens sont assez informés? Plus qu'avant, mais pas encore assez. Alors c'est vrai que nous on s'en rend compte quand on récupère les avis d'imposition de nos clients. Souvent sur la 3e page, on a les plafonds retraite qui se succèdent sur 3 années consécutives. Et les gens, 9 fois sur 10, nous posent la question, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ils n'ont pas été informés ni par l'administration fiscale, ni par leur banquier, ni par leur comptable bien souvent. Et sont étonnés d'avoir une solution fiscale et une solution retraite sur leur avis d'imposition, parce qu'en fait, c'est la première source d'information que l'on a sur ce type de produit. Complètement. C'est peu utilisé au final. C'est assez peu utilisé, c'est assez peu lu aussi, si ce n'est par les professionnels qui conseillent leurs clients. C'est assez peu maîtrisé de la part du client. Alors, tu citais le Trésor public, je vais me faire pour une fois leur avocat, ce n'est pas forcément leur rôle, eux, aujourd'hui, d'indiquer aux personnes comment utiliser ce plafond. On part déjà du principe qu'il y a une publicité gratuite de leur part en disant « Regardez, vous avez un plafond retraite et si vous connaissez, si vous vous faites épauler, vous avez une solution de déduction qui vous est offerte. » Encore faut-il aller jusqu'au bout de la réflexion. Les comptables, très souvent, effectivement, incitent parfois leurs clients, mais peut-être sans pouvoir avoir le temps ou la disponibilité d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc il va manquer un bout de l'information. Les banquiers, les assureurs aujourd'hui sont multitâches, multicartes, donc pas forcément toujours non plus le temps et la capacité d'appréhender dans le détail ce montant-là. Quelle ligne est-ce que je prends en premier? Est-ce que je prends la première? Est-ce que je prends la dernière? Enfin, voilà, il y a une spécificité à maîtriser, à connaître. Une fois qu'on sait le faire, effectivement, dans ces cas-là, il y a un vrai boulevard à utiliser. D'accord. Alors, quels sont les principaux avantages du PER? Principaux avantages du PER. Si on veut être concret, là, tout de suite, quelqu'un qui s'intéresse au PER, qu'est-ce qu'on va lui présenter comme avantage? Alors déjà, on lui demandera, est-ce que vous voulez vous faire un complément de revenu? Parce que ça part de ça. Maintenant, à la différence des anciens produits, est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une nécessité absolue de bénéficier d'un capital au moment du départ à la retraite? Si oui, d'accord. Le PER peut répondre à votre interrogation. Est-ce que vous voulez protéger votre conjoint? Est-ce que vous voulez déduire aussi de vos impôts? Parce qu'il y a un vrai quand même sens fiscal à pouvoir déduire. Est-ce que vous voulez jouer sur une notion de rendement risque sur les marchés? Connaissez-vous l'assurance vie? Et en fait, en posant toutes ces questions-là, eh bien, on va voir que le PER, le plan épargne retraite, est un produit qui vient parfaitement se combiner au produit préféré des Français en matière de retraite aujourd'hui, qui est l'assurance vie, qui n'est pourtant pas un produit retraite, qui n'a pas autant d'avantages, mais qui peut répondre favorablement aux combinaisons qu'on va faire entre les deux. D'accord. Et s'il y en a, quels pourraient être les inconvénients pour les épargnants de souscrire à un PER? Alors, les inconvénients, il faut qu'on se batte contre cette notion très franco-française de blocage de capitaux. Le PERP et la Madelin ont mis des années à démarrer, puisqu'on le percevait sous forme de rente viagère, et qu'on pouvait mettre du temps à le débloquer seulement quand on partait à la retraite. Le PER, dans le principe, c'est identique. C'est débloquable facilement, sous sa forme liquide, le jour où on part à la retraite. Maintenant, il y a eu des modifications, il y a eu des spécificités qui ont été mises en place pour justement
favoriser un peu plus ce produit, faire en sorte qu'il prenne un peu plus sa place dans la gestion patrimoniale globale française, c'est une solution de récupérer sous forme de capital en cas d'achat immobilier de sa résidence principale. Les Français ne sont pas assez propriétaires, vous pouvez le devenir, et ce produit qui normalement est bloqué doit permettre de pouvoir avoir un peu plus de capitaux, notamment en matière d'apport. Mais donc, ça veut dire qu'il faut se battre contre soi-même et contre cette notion qu'on a de blocage de capitaux. L'autre chose, c'est la notion de fiscalité, puisque autant on a un avantage à l'entrée, mais quand on récupérera, eh bien, il va y avoir une fiscalité qui va être imputée. On peut parler dans ces cas-là de report d'impôt. Ce que vous deviez à l'entrée, qui vous a permis donc d'économiser, eh bien, vous devez le régler à la sortie. Et donc, on part dans cet esprit de blocage, de fiscalité. Puis après, ce qui peut bloquer les gens aussi, c'est le manque d'informations dont on parlait tout à l'heure, le manque de disponibilité des différents interlocuteurs. Je citais les banques, je citais les assureurs, je citais les comptables ou les experts comptables. Pas qu'ils n'ont pas envie, mais parce que c'est parfois un produit qui paraît simple, ça permet d'économiser des impôts, etc. Mais c'est un produit qu'il faut appréhender et intégrer dans une vraie stratégie patrimoniale. Donc, les inconvénients, ils peuvent être multiples, mais ce ne sont pas des inconvénients rédhibitoires. Ce sont des inconvénients qu'on peut facilement lever dès lors qu'on a vraiment le début et la fin de la phrase. D'accord. Et je reviens sur le report de fiscalité. Ça veut dire qu'un épargnant qui aurait une fiscalité de l'ordre de 41% sur sa tranche marginale d'imposition, avec la baisse de revenus à la retraite, avec la pension retraite qui sera inférieure à son salaire, ça veut dire que quand il sortira sur une fiscalité qui sera moindre que celle qu'il aurait eue au moment de l'entrée sur le produit, sur le PER. Alors, dans le cas de figure évoqué, oui. Je rentre avec une fiscalité de 41. Alors, j'aime pas trop, c'est très réducteur parce que ça dépend où on va se situer sur la tranche pyramidale des impôts. Mais pour faire un raccourci, je mets 10 000 € sur un PER et si je suis sur la tranche à 41, par voie de déduction et en allant très vite, je le redis, imaginons, je peux économiser 4 100 € d'imposition. Donc, très bien. Et quand je partirai à la retraite, eh bien, c'est 10 000 € que je vais récupérer. Le capital étant taxé à l'impôt sur le revenu en fonction de ma tranche marginale d'imposition, les intérêts taxés à 30%. Bien si je suis taxé à 30 alors que je suis rentré à 41 moins 30, 11, j'ai un gain immédiat sur ces 11. Si je suis rentré à 30 et que je ressors à 30, effectivement, je n'ai pas forcément de gain fiscal. Mais c'est là où toutes les informations sont bonnes à prendre, puisqu'on parlait tout à l'heure de connaissances à approfondir et à avoir sur ce type de produit. Et une des connaissances, c'est qu'il est peut-être judicieux de ne pas récupérer sur ce contrat et peut-être de récupérer sur autre chose dans le cadre d'une gestion globale. Ça, malheureusement, effectivement, les comptables, les banques, les assureurs n'iront peut-être pas jusqu'au bout de ce raisonnement parce que soit manque de temps, soit manque de disponibilité, soit manque de formation. Très bien, donc il y a énormément de choses à dire sur ce fameux PER. Merci en tout cas pour toutes ces explications. On sait que les produits retraite se transfèrent dans leur grande majorité. Quel intérêt pour un épargnant qui aurait un vieux PERP ou une vieille Madelin ou même un PER aujourd'hui à le transférer sur un nouveau PER? Les conditions du contrat, les conditions de marché. Alors, on va reprendre dans le détail la totalité des produits retraite qui pourraient se transférer. Aujourd'hui, il y a encore énormément de plans d'épargne retraite populaires, appelés PERP, sur le marché, ou de contrats Madelin qui étaient réservés aux travailleurs non salariés. Il s'agissait de deux produits les plus importants, entre guillemets, qu'on pouvait avoir en nombre de volumes sur le marché. L'intérêt de les transférer, en fait, c'est d'aller justement chercher cette souplesse dont on parlait, sur le PER, à savoir est-ce que je veux récupérer du capital, est-ce que je ne veux pas le récupérer, est-ce que je veux le récupérer partiellement, sachant que le PERP et la Madelin étaient des produits qui ne sortaient exclusivement que sous forme de rente viagère. Attention toutefois, là-dessus, et c'est là où je pense que le rôle de conseil est primordial, il faut le savoir, c'est qu'il y a un article, l'article 160-2 du Code des assurances, qui stipule que si la rente est inférieure à un certain montant, que ce contrat peut être racheté sous forme de rente unique, si l'assureur le souhaite. La rente était de 40 € auparavant et elle est passée depuis le 1er juillet 2021 à 100 € par mois, soit une rente annuelle de 1 200 €. Donc si la rente calculée de ce PERP ou de ce Madelin est inférieure à 1 200 € par an, il faut se poser la question de procéder à un transfert ou non, parce qu'il existe des conditions favorables à le laisser en l'état et tout récupérer d'un coup. Maintenant, si nous ne sommes pas dans ces conditions de figure, dans ces cas-là, le transfert peut être intéressant parce qu'on va
regrouper, mutualiser. Donc, à force de mutualiser et à force de regrouper, donner de l'importance au contrat et avoir une vraie visibilité sur la totalité de l'épargne retraite qu'on a pu se constituer soi-même ou par le biais de l'entreprise dans laquelle on a évolué. Et donc, après, avoir la main sur le montant récupéré pour se faire ce complément de revenu. Il existe des produits également tels que le plan épargne collectif, plan épargne retraite collectif, PERCO, auparavant devenu PER Col maintenant, ou PER Colis selon les dénominations et les entités qui le fournissent, qui est un pendant du plan épargne entreprise et qu'on récupère à la retraite ou en cas d'achat immobilier. Pareil, alors ça c'est un peu plus méconnu, mais on peut le transférer même si on est encore dans l'entreprise, et ce tous les 3 ans, pour le rapatrier dans son propre contrat individuel, donc c'est assez égoïsme, mais finalement est-ce que c'est pas une des solutions pour se faire son propre complément de revenu, à savoir montrer un peu d'égoïsme pour sa propre situation perso, et donc le rapatrier. Un article 83, qui est un contrat mis en place par l'entreprise qui permettait aux salariés de récupérer sous forme de rente viagère, peut également être rapatrié dans un certain compartiment de ce plan épargne retraite en vue d'être récupéré toujours sous forme de rente viagère. L'idée, c'est d'éviter de laisser que ces produits qu'on a pu avoir à un moment donné dans notre carrière se baladent, ne soient plus suivis ou ne soient pas assez bien gérés aussi. Parce que ça peut avoir été mis dans une entreprise dans laquelle on a évolué il y a 5, 10 ou 15 ans, avoir oublié ce contrat et le laisser sur des conditions qui ne seront peut-être pas les conditions les plus favorables à notre situation perso. Alors c'est très égoïste ce que je dis, mais je pense que ça fait du bien de penser à soi. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir tout un tas de contrats en déshérence partout en France. Alors, il y a des lois qui sont d'ailleurs passées à ce sujet-là, permettant à la Caisse des dépôts et consignations de récupérer les contrats et d'avoir une obligation de rechercher les titulaires, mais c'est justement fait dans ce sens-là. Et l'article 83 rentre totalement dans ce critère. Une vie professionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui est multiple et variée, et on peut très bien évoluer dans une société et en partir. Je pourrais citer mon exemple personnel, où j'ai évolué il y a plus de nombreuses années, 1 mois et demi dans une entité, j'en suis parti parce que ça ne me correspondait pas, et j'ai appris, mais seulement 2 fois en l'espace de 12 ans, minimum, puisque ça fait plus de 12 ans, j'ai reçu un courrier de leur part pour me dire que j'avais quelque chose là-bas. Le montant est minime, mais il existe. Donc si moi, dans mon cas de figure, alors que je fais partie du métier, je suis capable de ne pas recevoir de courrier d'assureur, j'imagine qu'on est nombreux à avoir des produits détenus ailleurs et sur lesquels les assureurs ne répondent pas toujours forcément. Donc oui, il existe tout un tas de produits qui se transfèrent, qui se regroupent, qui se mutualisent et qui surtout se gèrent. D'accord. Alors, on a évoqué la fiscalité pendant la durée de vie du produit et surtout pendant sa vie personnelle. Mais si je décède, est-ce que tu peux nous parler de la fiscalité en cas de décès quand on détient un PER? Alors en fait, il y a une date butoir sur ce PER qui est l'âge des 70 ans. Donc avant 70 ans, ce sera pêle-mêle identique à l'assurance vie. Il y aura un article de 990 qui sera identique et on aura un abattement 152 500 € par bénéficiaire contrat. Là, on est pareil que dans le cadre de l'assurance vie, qui, je le rappelle, est considéré comme un placement en retraite par les Français. On est pareil. Cependant, il y a un point de vue, c'est celui des 70 ans. Passé 70 ans, il y a une frontière qui s'opère entre le PER, plan épargne retraite, et l'assurance vie gardant en mémoire tout ce qui a été fait auparavant. Oui, donc on sait que dans le cadre de l'assurance vie, en cas de décès, pour tout l'épargne qui a été versée avant 70 ans, les bénéficiaires récupèrent par bénéficiaire jusqu'à 152 500 € sans droit de succession. Donc on a la même finalité au niveau d'un père pour ce qui est versé avant 70 ans. Mais si on décède après 70 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est là où effectivement il y a une frontière qui s'opère entre les deux. Passé 70 ans, l'assurance vie garde en mémoire tout ce qui a été fait auparavant, alors que dans le cadre du PER, c'est un peu comme si on faisait table rase du passé, et du coup, l'âge de décès égalera l'âge de versement. Donc, si le décès intervient 75 ans, 77 ans, 83 ans, eh bien, on va considérer que ça va être quelque part l'âge de versement, et on n'aura pas le droit à cet abattement de 152 500 €. Il n'y aura que l'abattement post-70 ans, et donc qui sera de 30 500 €. Donc, on pourrait avoir une démarche pour quelqu'un qui serait titulaire d'un contrat et d'un PER et d'une assurance vie. Monsieur ou madame, vous allez avoir 69 ans ou bientôt 70 ans. Faisons un point sur votre PER pour déterminer la clause bénéficiaire, parce que ça a son importance. Profitons-en pour parler de votre assurance vie. En fait, la fiscalité, quelle est-elle? Prenons l'exemple du conjoint. Dans ces cas-là, si on prend l'exemple du conjoint,
la situation est assez confortable. Puisque... Marié ou pacsé, il n'y a pas de droit de succession. Exactement. Voilà, excepté les prélèvements sociaux. Là-dessus, l'assurance vie et le PER sont sur un pied d'égalité. Et c'est d'ailleurs une des stratégies peut-être à adopter dans le cadre du PER, c'est de favoriser le conjoint en tant que bénéficiaire. Maintenant, si on part dans l'optique que c'est transmis par exemple aux enfants, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura les prélèvements sociaux. Ensuite, il y aura cet abattement de 30 500, peu importe le montant, peu importe l'ancienneté du contrat et peu importe le nombre de bénéficiaires, il y aura cet abattement de 30 500. Et ensuite, les droits de succession ligne directe qui s'appliqueront. D'accord. Alors j'en profite pour évoquer la dernière vidéo qu'on a mis en ligne sur ce mois de juin qui concernait l'assurance vie et le couple, où on retrouve justement cette notion d'abattement de 152 500 pour les bénéficiaires de l'assurance vie, et notamment comment se gère l'assurance vie dans le couple pour un couple marié, pour un couple pacsé ou encore pour des concubins. Je vous invite à regarder cette précédente vidéo. Globalement, Richard, tout ça, c'est la carrosserie. Mais est-ce qu'on peut avoir un mot sur le moteur? Que peux-tu nous dire à propos de l'offre d'OBHF dans le cadre du PER? Alors, le produit est simple et complexe à la fois. Ce qu'il faut, c'est bien le connaître et bien l'appréhender pour justement être en mesure de bien le conseiller. Ce qu'on a voulu, nous, au niveau de notre offre, c'est qu'elle soit simplifiée et non pas simpliste. Ce qu'on voulait vraiment, c'est qu'elle puisse être facilement assimilable par la totalité des personnes qui souhaiteraient y adhérer, par le biais de tes conseils. Et donc, on a voulu quelque chose de souple, de facile, en mettant en avant notre savoir-faire, qui donc repose sur la totalité des supports Odo BHF qu'on peut avoir, donc toute la gamme de supports qu'on peut avoir, de façon à donc justement... Ça veut dire qu'on retrouve des actions, on retrouve de l'immobilier, on retrouve des obligations, des fonds flexibles... On retrouve absolument de l'intelligence artificielle, on etc. retrouve des fonds sur l'investissement durable, on retrouve des fonds, justement, tu l'as dit, sur des obligations, sur des actions plus ou moins risquées, avec toujours une maîtrise justement de ce risque en fonction du profil, selon ce qu'on souhaite faire ou ne pas faire. L'idée, c'est de ne pas imposer quelque chose, c'est de l'expliquer afin que vous puissiez trouver la solution à l'intérieur de ces différents, ce qu'on appelle supports, au PCVM pour utiliser le terme. D'accord. Et dans l'offre assurance vie, on a une solution CleanShare, c'est-à-dire avec une gestion complètement en ligne. Est-ce qu'on la retrouve dans les PER? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, on la retrouve dans les PER puisque ces supports CleanShare, en fait, ces supports CleanShare, tout simplement, ce sont des supports dits entre guillemets propres, mais qui sont des supports allégés en termes de frais de gestion. Et clairement, c'est une volonté de notre responsable chez Odo, du responsable du département CGP, et qui a souhaité qu'on puisse avoir des parts spécifiquement créées pour notre propre marché auprès de nos partenaires, pour apporter cette offre en matière de frais de gestion allégés. L'idée, c'est qu'on puisse trouver dans ces supports des supports propres, des supports verts, des supports actions, des supports obligations, etc. Mais avec des parts dédiées à nos produits qu'on ne pourrait pas retrouver forcément ailleurs. Donc ce qu'on fait, on essaie de le faire bien et on essaie de le faire surtout à notre façon pour que ça puisse être partagé un maximum. Ces parts CleanShare, quand on les regarde et quand on les retrouve, sont des parts vraiment allégées en termes de frais de gestion, souvent divisées par 2 selon le support. Ça peut varier d'un support à un autre avec un écart plus ou moins important, mais l'idée justement c'est que ce ne soit pas les adhérents qui, sur ce type de produit, que ce soit les assurances vie ou que ce soit le PER ou d'autres produits qu'on pourrait, contrats de capi, etc., qu'on pourrait retrouver au sein de la gamme Odo, que ce ne soit pas les adhérents de ces contrats, mais qui payent. Parce qu'on a très fortement le sentiment sur le PER, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été partagé par le ministère, par Bercy, qu'on a pu à peu près faire ce qu'on voulait sur les frais. Ça a été justement un des critères mis en avant, ça a été les frais mis sur la table de façon à ce que ce produit puisse s'implanter et qu'une fois qu'il soit expliqué et compris, qu'on n'ait pas le sentiment de devoir un peu surpayer pour un nouveau produit, ce qui pourrait être très facile. Donc il y a par exemple depuis le 1er juin une nouvelle colonne qui apparaît sur les sites des distributeurs, pour notamment le PER, qui doit faire apparaître les frais de gestion de chaque contrat, ainsi que les frais de gestion de chaque support. Chaque support, en fait, c'est un fonctionnement. Et il y a des frais de fonctionnement, un peu comme pour tout. Et à partir de là, on a des frais qui vont être largement diminués de façon à ne pas avoir un sentiment de surpayer. Et ça, c'est une spécificité qu'on retrouve vraiment chez Odo sur la totalité.
Et les arbitrages, on sait qu'actuellement les marchés sont capricieux depuis le début de l'année, par exemple. Si je suis sur un OPCVM action qui ne fonctionne pas comme j'aimerais ou qui ne correspond pas forcément en termes de risque à ce que j'attendais, je peux l'arbitrer gratuitement quand je veux et comme je veux. C'est à l'intérieur justement de ces frais de gestion. Oui, tu peux arbitrer, tu peux passer d'un support à un autre. Et de façon à alléger ou selon ton profil de gestion, si tu estimes que le marché présente des opportunités, de pouvoir rentrer à l'intérieur. Alors pour parler du PER plus spécifiquement, il y a même une option d'investissement progressif par exemple, où j'investirai un montant un petit peu plus important parce que je dispose du cash à ce moment-là, du capital, et je décide non pas de faire des versements programmés. Alors pour lisser, alors là je vais utiliser un terme technique, mais pour lisser le prix de revient, je te laisserai expliquer, mais de façon à pouvoir mettre un petit peu plus et mettre en place un arbitrage automatisé d'un support, risqué ou non risqué, vers un autre, et ce de manière automatique et indolore évidemment. D'accord. Quand Et tu parles de lissage en fait d'investissement, c'est vrai que la période est plutôt propice parce qu'actuellement quasiment tout le monde, si j'ose dire, fait les soldes en achetant des parts de fonds qui sont plutôt basses et donc bon marché, et en entrant progressivement sur un fonds, sur plusieurs fonds, alors que les parts sont pas très chères. Quand les parts reviendront à quelque chose d'un peu plus normal, on bénéficiera donc d'un effet de levier sur son capital, et donc il y aura ce qu'on appelle un effet marché entre ce que j'aurais pu mettre au départ, l'économie d'impôt réalisée et la valorisation au final. C'est bien ça? c'est ça, on n'achète jamais au plus haut, on n'achète jamais au plus bas. Ceux qui achètent au plus bas s'en vantent, mais on ne voit pas toujours quand ils achètent au plus haut. Maintenant, à partir de là, l'idée, c'est de pouvoir rentrer et équilibrer, plutôt que d'acheter, je sais pas moi, une valeur qui serait cotée à 100, on part de 100, et de l'acheter à 105, bah, si avec un peu de chance, le versement suivant sera à 95, et en faisant une moyenne, eh bien, je pourrais lisser doucement mon prix d'achat. Et donc ça, on peut le faire aussi bien dans le cadre d'un PER, on peut le faire aussi bien dans le cadre d'une assurance vie. Ça paraît compliqué, ce sont des termes techniques, mais finalement, ce sont des choses qu'on peut mettre en place très simplement, et après, entre guillemets, ne pas avoir à s'en soucier. Ce sont des options qu'on peut définir dès le départ, mais ce sont des options qu'on peut aussi surtout enlever, sans frais. Ça me plaît, je peux continuer, ça ne me plaît pas, je veux sécuriser, bien je peux sécuriser par le biais d'un arbitrage, et donc mettre à l'abri, ou alors revenir selon mon profil si je suis un peu plus offensif. D'accord. Donc, en résumé, je suis un particulier, je reçois mon avis d'imposition, je peux voir avec l'aide d'un produit retraite combien je peux économiser en termes d'impôts. Je suis artisan, commerçant, profession libérale, hein. Je peux aussi préparer ma retraite dans ce cadre avec un PER. Ce sera le même ou pas du tout? Alors, dans les faits, le plan est identique aujourd'hui. C'est juste qu'il va y avoir deux articles qu'on va utiliser. L'article dit 163, qui s'adresse entre guillemets à la totalité de la population, et l'article 154 et 154 bis, qui est dédié au TNS, aux travailleurs non salariés. Le versement va être identique. Je vais l'alimenter, c'est juste que d'un côté, je peux jouer moi sur ma situation personnelle, en tant que personne dite physique, alors que de l'autre côté, je peux jouer sur le côté personne morale et l'alimenter par la trésorerie de ma société. Et donc, voir une année ou d'une année sur l'autre, quelle va être la meilleure solution pour moi à titre perso? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit la société qui l'alimente, si par exemple je suis travailleur non salarié, ou est-ce que c'est ma situation personnelle qui va inciter à un versement? Et si l'année d'après, finalement c'est ma situation personnelle qui est plus favorable, parce que mon foyer, mon époux, mon épouse a eu des revenus beaucoup plus importants, eh bien on peut très bien le faire alimenter dans ces cas-là par le biais du côté personnel. Et ça, ce sont des choses qu'on peut faire. L'assureur est en capacité aujourd'hui d'identifier ce qu'on appelle des compartiments. Compartiments 1, 2 et 3, pour donner les termes, individuel, collectif et obligatoire. Après, c'est un peu prendre l'image, alors je ne sais pas si c'est une marque, mais donner l'image un peu d'un Rubik's Cube, où on a différents compartiments. Si on le met dans tous les sens, eh bien on n'arrivera pas à le refaire. Et si on est épaulé et que quelqu'un nous montre, eh bien on va pouvoir remettre tout dans le bon sens. Et en remettant tout dans le bon sens, c'est ce qui va arriver. On va remettre les bons compartiments au bon endroit. J'ai déduit, par le biais de ma société, ça va à tel endroit. J'ai déduit à titre personnel, ça va au même endroit. La finalité au départ à la retraite est exactement la même. Je vais moi bénéficier si je le souhaite. Je redis bien si je le souhaite, parce que ça peut être un souhait de ne pas racheter sur son PER. Mais je peux racheter si je veux tout ou partie.
Je peux très bien aussi décider de ne prendre qu'une partie, attendre plusieurs années et reprendre derrière. Je peux décider de lancer une partie sous forme de rente viagère. Je peux très bien décider de ne rien faire. Là-dessus, j'ai vraiment une totale liberté sur ce produit que je n'avais peut-être pas auparavant, et c'est ce qui me manquait aux anciens produits qui étaient le PERP et la Madelin, où une fois que la rente viagère était calculée, eh bien finalement on ne vous demandait plus votre avis, le contrat était aliéné, bloqué par l'assureur qui s'engageait à verser un montant mensuellement, annuellement, trimestriellement. D'accord. Donc ça veut dire que demain, je suis artisan, je veux me rémunérer un petit peu plus et en même temps me créer une future compensation de revenus pour ma retraite. Je peux me rémunérer un peu plus sans pour autant augmenter la fiscalité de mon foyer fiscal et en parallèle me créer mon futur complément retraite. C'est tout à fait envisageable. Par le biais de compensation d'un versement sur un PER qui viendra éponger ce surplus de rémunération que tu te verseras de façon à bien le faire. De toute façon, tu te feras épauler, puisque justement, effectivement, au niveau des calculs, c'est très facile pour un artisan, entre guillemets, de augmenter ou diminuer en fonction de la trésorerie des résultats, mais c'est facile de jouer là-dessus pour augmenter ou diminuer, mais dans ces cas-là, bien se faire épauler et bien calculer, puisque les formules de calcul sont un petit peu différentes pour déterminer ce qu'on appelle le plafond, que l'on soit un travailleur non salarié ou qu'on soit une personne salariée. D'accord. Donc si j'ai bien compris, et pour résumer, j'ai tout intérêt dès maintenant à mettre en place un PER, un plan épargne retraite. D'une part, parce que je vais perdre beaucoup d'argent quand je vais être à la retraite et ma pension sera largement moindre que ce que je peux gagner aujourd'hui. D'autre part, ça va me permettre de défiscaliser. En plus, je vais pouvoir protéger mon conjoint ou transmettre à mes enfants en fonction de la date à laquelle je choisis de clôturer mon plan épargne retraite. Si demain j'investis dans une résidence principale, je peux le débloquer. Il y a peu d'inconvénients au final et peu d'arguments, je dirais, pour ne pas avoir un plan épargne retraite aujourd'hui. Alors, des arguments pour ne pas en faire, il n'y en a pas. Et effectivement, après, c'est la sensibilité de chacun. Pour avoir une approche totalement transparente là-dessus, il y a une première condition à devoir respecter avant de faire un PER, c'est quand même celle de disposer, à mon sens, de liquidité, soit des livrets, soit une assurance vie, par ailleurs. Pour la bonne et simple raison que je ne pourrais pas quand même récupérer sur le PER juste pour mon bon vouloir. Donc, à partir du moment où je me suis fait un matelas et que je suis confortable, effectivement, derrière. Ou alors, l'autre solution, et c'est à mon sens une des plus favorables, c'est justement cette constitution de patrimoine, cette création de patrimoine, alternée, coupée, en fait, combinée, voilà, pour utiliser le terme, ou quelqu'un qui pourrait mettre une centaine d'euros ou 200 euros, après tout dépend évidemment des revenus qu'on peut avoir et de sa capacité financière, mais de dédier une partie de l'épargne disponible, un côté sur l'assurance vie, un côté sur le PER, et de réussir à faire en sorte bien, que les deux se combinent. J'aurai la création d'un complément de revenu, comme tu le disais, la transmission conjointe possible s'il m'arrivait quelque chose, et par l'assurance vie, et par le PER. La déduction que je vais avoir, la notion de rendement risque, le montant est plus petit, peut-être puis-je me permettre de prendre un petit peu plus de risque si je me sens de le faire. Et les deux vont vraiment se combiner de façon à avoir tout ça. Donc la première condition, c'est avoir quand même un peu de sécurité financière en cas de coup dur, parce que malheureusement ça peut arriver, mais à partir de là, effectivement, de l'enclencher et de le mettre en place. D'accord. Bien, je crois qu'on a fait un grand tour d'horizon du PER et des compléments, des solutions possibles pour les compléments de revenus à la retraite, pour protéger également sa famille, pour défiscaliser un petit peu plus quand c'est nécessaire et quand c'est réalisable. Moi, je vais aller de ce pas ouvrir mon PER, mon deuxième PER. Tiens, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs ? Exactement, on peut en avoir plusieurs. Il n'y a pas de blocage en termes de montant. Alors, pourquoi en ouvrir plusieurs ? Premièrement, vous pouvez en avoir un, malheureusement, pour avoir fait plaisir à votre banquier ou votre assureur. Très souvent, ça arrive. J'ai été banquier, je le sais, c'est Quelle très horreur. facile. Non, on s'en sort. Mais voilà, c'est très facile effectivement de mettre en place un produit parce que le client a un sentiment entre guillemets d'être redevable de quelque chose. Vous acceptez un chèque qui est un peu hors norme, vous acceptez un paiement qui dépasse un peu, et bien effectivement vous pouvez tirer sur la corde sensible et voilà. Alors je dis pas qu'ils le font, je dis pas que tous le font, mais je dis que c'est possible. Maintenant, on peut aussi en vouloir un à titre pro, un à titre privé, pro et l'autre, et peut-être pas au même endroit, afin de tester justement deux compagnies différentes. Et la meilleure des deux, remportant entre guillemets la totalité, au bout de 5 ans,
5 ans n'étant pas une date anodine choisie, il faut savoir c'est que ces produits se transfèrent, tu le disais, et malheureusement on a eu un petit peu tout et n'importe quoi qui était fait sur le marché, et donc une des priorités de Bercy quand le PER a été lancé, c'était de favoriser cette concurrence. Et donc à partir de là, de dire que vous pouviez transférer votre PER d'une compagnie à l'autre à n'importe quel moment, mais passer 5 ans sans frais. Les frais pendant 5 ans, c'est une règle qui a été établie cette fois maintenant pour tout le monde, et qui est donc sur un pied d'égalité, c'est 1% pendant 5 ans. Auparavant, sur les pertes, les Madelins, c'était un petit peu au bon vouloir de la compagnie, de 0 jusqu'à 5%, et beaucoup de compagnies prenaient 5%, et ce pendant une durée de temps de 10 ans. Donc là, aujourd'hui, il y a un peu plus de concurrence qui s'est fait rentrer, justement, qui s'est mis sur ce marché. Ça permet de pouvoir faire bouger le marché un peu plus, et tu peux en avoir deux. Tu peux très bien en avoir deux. Un pro, un perso. Stratégie patrimoniale. J'ai 2 enfants, je peux très bien dédier un contrat à l'un, un contrat à l'autre. Je suis marié, j'ai un enfant, je peux dédier un contrat à mon épouse et un contrat à mon enfant. Il y a des vraies stratégies patrimoniales qui se mettent en place. D'accord. Très bien. Eh bien, Richard, il me reste à te remercier d'être venu pour faire cette vidéo. J'en profite aussi pour remercier le restaurant chez Aristide à Cognac qui nous a gentiment reçus dans ses locaux. Une très bonne table, une très bonne adresse que je recommande à tous à Cognac. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV en cliquant ci-dessous. Comme ça, vous serez toujours à jour de nos nouvelles mises en ligne. Abonnez-vous par la même occasion à notre Centaure News, notre newsletter dont l'édito est rédigé par Christopher Denbick, responsable économique de chez Saxo Bank. Et pour ma part, je vous souhaite un bon été et je vous dis à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.